Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à la Fondation de l'Ermitage. Je me réjouis de vous voir si nombreux ce soir pour écouter Caroline Guignard qui va nous emmener sur les traces de Lyotard dans une conférence donc, qui s'inscrit en marge de l'exposition Pastel du XVIe au XXIe siècle. Une exposition qui raconte la grande aventure du pastel à travers les siècles, à travers plus de 150 œuvres aussi, 150 œuvres provenant toutes de collections suisses, collections publiques ou collections privées. Au XVIIIe siècle, la Suisse joue un rôle important sur la carte du pastel, dans l'histoire du pastel, et pour deux raisons essentiellement. Tout d'abord parce que les meilleurs bâtons de pastel sont fabriqués à Lausanne par un homme qui s'appelle Bernard-Augustin Stoupan, un nom qui ne dit plus grand-chose à grand monde aujourd'hui, et un homme qui n'est plus connu que par quelques traces d'archives, mais qui, à l'époque, était célèbre, extrêmement célèbre, auprès des amateurs et des artistes pratiquant le pastel, jusqu'en Allemagne, jusqu'en Angleterre, pour la très haute qualité, justement, de ces craies colorées qu'il exportait alors dans toute l'Europe. Et puis, au XVIIIe siècle encore, l'une des autres raisons qui font que la Suisse est importante dans l'histoire du pastel, c'est que précisément un des bons clients de Stoupan, c'est le Genevois, Jean-Étienne Lyotard, qui est l'un des plus grands pastellistes de son temps, l'un des plus grands pastellistes de tous les temps, du reste, dont nous avons la chance de pouvoir présenter cette œuvre dans notre exposition. Le plus riche fonds de pastels de Lyotard se trouve conservé au Musée d'art et d'histoire de Genève et nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Caroline Guignard, qui est assistante conservatrice au cabinet d'art graphique des Musées d'art et d'histoire de Genève, spécialiste de Lyotard et qui vient nous parler de cet artiste infiniment fascinant et original. Caroline Guignard est spécialiste des œuvres sur papier, dessin, pastel bien sûr, mais aussi estampes. Elle a fait ses études à l'université de Lausanne, où elle a obtenu son master en 2000. Après avoir effectué différents mandats auprès d'institutions culturelles genevoises telles que le Fonds cantonal d'art contemporain ou la Bibliothèque de Genève, elle entre en 2004 au Musée d'art et d'histoire de Genève, où elle travaille en effet au cabinet des dessins, qui va peu après changer de nom et devenir le cabinet d'art graphique. Ce lieu très prestigieux réunit un fonds extrêmement riche, 25 000 dessins, 400 albums et carnets d'artistes, 240 pastels, dont une centaine de Lyotard, et 350 000 estampes et multiples, donc vraiment un fonds d'une intensité et d'une richesse exceptionnelle. Caroline a assuré dans ce contexte différents commissariats, je n'en citerai que quelques-uns. En 2008-2009, l'exposition Peintres et voyageurs russes du XIXe siècle, une exposition présentée à Genève et à la Chaux-de-Fonds. En 2011, il y a eu Ferdinand Hodler, œuvres sur papier, présentée au cabinet des arts graphiques des musées d'art et d'histoire. En 2012, Enchantement du paysage au temps de Jean-Jacques Rousseau, exposition qui a eu lieu au musée Rath. En 2015-2016, Vision céleste, Vision funeste, Apocalypse et Vision biblique de Dürer à Redon, exposition basée aussi sur les fonds du cabinet d'art graphique. Et plus récemment, Martine Diesler des Coups au cœur, exposition qui a eu lieu en 2017. Caroline Guignard est également l'auteur de très nombreux articles parus dans différents catalogues et revues scientifiques qui portent sur un éventail vraiment large de thèmes et d'artistes, où les noms de Vallotton et de Hodler reviennent assez fréquemment, deux artistes sur lesquels elle a aussi, en plus de Lyotard, beaucoup travaillé. Le cabinet d'art graphique de Genève conserve, je l'ai dit, un fonds très important de pastels, et notamment de Lyotard, et c'est pourquoi, il y a un peu plus d'un an, alors que nous étions en train de construire ce projet, je suis allée trouver nos collègues à Genève, Christian Rumelin, qui nous fait l'amitié d'être ici ce soir, conservateur au cabinet d'art graphique, et Caroline Guignard, pour leur raconter justement ce projet que nous étions en train de monter, et pour voir avec eux si on pouvait envisager le prêt de l'un ou l'autre des chefs-d'œuvre de leur fonds pour notre exposition. Et je voudrais vraiment souligner la grande générosité et le grand engagement de nos collègues qui auraient très bien pu se réfugier derrière la fragilité intrinsèque des pastels pour me dire tout simplement non, on ne les prête jamais, voilà, et il se serait évité un long travail interne de réflexion, d'examen des œuvres, mais ça n'a pas été le cas, au contraire. J'ai été vraiment très très gentiment et très vraiment solidairement accueillie, et l'envie de soutenir ce projet un peu fou était là, ce qui fait que
Grâce à eux, la fabuleuse collection de pastels de Genève est représentée à Lausanne par 3 merveilleuses œuvres. Il y a d'abord un Lyotard, que nous allons évidemment voir sur l'écran, la nature morte au jeu de l'auto, un autoportrait de Maurice Quentin de la Tour, l'autoportrait à l'œil de bœuf, exceptionnel aussi, et enfin la côte rocheuse au bord de mer de Vuillard, qui est au sous-sol du musée, qui est également une composition formidable. Elles figurent du reste toutes les 3 parmi celles que les visiteurs préfèrent. Donc je voudrais vraiment remercier Christian et Caroline infiniment de leur générosité. Et en plus, Caroline a écrit un bel essai sur Lyotard dans le catalogue qui accompagne l'exposition. Et je lui suis vraiment reconnaissante, en plus de tout cela, d'avoir bien voulu faire le voyage jusqu'à nous pour nous parler de ce personnage, encore une fois, incroyable, cet aventurier, Lyotard. Caroline, sans plus tarder, je te donne la parole. Grand merci Sylvie pour cette... Je rougis de cette introduction extrêmement généreuse et je tiens à mon tour à remercier la Fondation de l'Ermitage et Sylvie Wurman pour leur confiance et pour leur accueil. Il est vrai qu'il était important pour nous que la collection du Musée d'art et d'histoire de Genève, qui est effectivement une collection de pastels importante en termes de nombre, mais aussi en termes de qualité, eh bien, puisse être présente malgré ces contraintes de fragilité. Il est vrai que le fait d'organiser une exposition de pastels est une gageure et je pense qu'il était nécessaire qu'à 60 km de distance, nous puissions quand même réaliser ce magnifique accrochage et je crois qu'il a beaucoup de succès et j'en suis vraiment très heureuse parce que ce sont des expositions dont on rêve tous mais qu'on ne fait pas et je salue vraiment le courage et la ténacité, l'engagement de l'équipe pour réaliser cette exposition qui a dû avoir qui a dû demander énormément de travail et d'habileté. Alors, je suis ravie d'être là pour vous présenter effectivement l'une des figures majeures des collections d'art du Musée d'art et d'histoire, aux côtés peut-être de Hodler et de Töpfer. Il fait figure un petit peu de gloire locale genevoise, ce Jean-Étienne Lyotard. C'est vrai que c'est un artiste qui est maintenant reconnu aux côtés des plus grands, alors qu'il n'était pas forcément destiné à cela au départ. Le titre de cette communication, cet étonnant Lyotard, est emprunté aux entretiens sur les musées de Dresde de Jean Cocteau et Louis Aragon, publiés en 1957. En effet, les 2 poètes dissertent sur les œuvres du musée de Dresde qui, en 1955, ont été restituées par l'URSS à Dresde, les collections qui avaient été emportés au moment de la libération de la ville et qui donc sont rendus en 1955 et ils dissertent donc sur ces musées de Dresde et c'est en voyant cet autoportrait de Lyotard qu'il parle de cet étonnant Lyotard, de sa barbe, de cette physionomie tout à fait hors du commun. Il est vrai que son parcours est hors du commun. Alors, Lyotard naît à Genève en 1702, il y décède en 1789, mais il va mener une longue carrière, une carrière qui va durer à peu près 55 années, mais sur ces 55 années, il en passe à peu près 40 sur les routes et dans les cours européennes. Alors, à l'heure actuelle, on connaît de lui à peu près 520, 530 pièces, mais on sait également qu'une grande partie de son art a été perdue. Évidemment, les œuvres sur papier, a fortiori le pastel, ont parfois une durée de vie un peu moins longue que la peinture. Le catalogue raisonné, qui est vraiment l'ouvrage de référence que nous utilisons tous aujourd'hui, édité en 2008 par René Loche et Marcel Rutlisberger, donc, compte 526 numéros. À Genève, donc, le musée conserve 37 pastels, 4 huiles, et à peu près 33 dessins, plus des gravures autographes et quelques miniatures, donc néanmoins une collection riche, la plus grande collection connue au regard des œuvres connues aujourd'hui. Alors Lyotard, si vous n'avez pas encore eu le plaisir de découvrir les œuvres prêtées dans l'exposition, les 7 œuvres de l'exposition,
Vous le connaissez forcément, ou quasi forcément, par son pastel le plus connu, La Belle Chocolatière, qui est sans doute l'un des pastels les plus célèbres au monde. En tout cas, il est le plus célèbre de Lyotard. Ce pastel qui a été réalisé à Vienne et qui sera acheté pour la cour du roi de Pologne. Cette chocolatière qui a donné lieu, qui est donc l'emblème de la Gemäldegalerie de Dresde, mais qui a aussi été répétée sur un nombre extrêmement important d'objets dérivés, de copies, etc. Je vous ai épargné le merchandising le plus kitsch, notamment des serviettes de table et autres qu'elle a ornées. Mais au-delà de la plaisanterie, ce pastel, donc La Belle Chocolatière, Rosalba Carriera, la très très grande pastelliste dont on a la chance de pouvoir observer 2 œuvres dans l'exposition, elle-même semble avoir dit qu'il était le plus beau qu'elle n'ait jamais vu, notamment en raison de la technique de Lyotard. Alors comment Lyotard en est-il arrivé à être ce pastelliste extrêmement célèbre dans l'Europe du XVIIIe siècle? Donc il naît à Genève, il a un frère jumeau, Jean-Michel, qui deviendra graveur. Ils sont les 14e enfants de leurs parents. C'est une famille de commerçants, des drapiers, une famille originaire de Montélimar, donc de huguenots évidemment réfugiés à Genève. Les 2 frères jumeaux étaient destinés au commerce, mais ils montrent un talent artistique. Et vous voyez ici donc de la main d'un Jean-Étienne Lyotard encore jeune, avant 1720, donc il devait avoir entre 15 et 18 ans, eh bien, ce portrait, encore un peu maladroit certes, de son frère Jean-Michel qui donc s'illustrera par son travail de graveur, mais aussi par certains dessins dans la veine de ceux de son frère, d'une manière quand même un petit peu mineure. Lyotard est placé chez un miniaturiste local, Daniel Gardel. Il faut dire qu'au début du XVIIIe siècle, ce qui va devenir les cantons suisses, aucun ne possède évidemment d'école d'art. Et à Genève, chez la ceinture, ah ouais, ça sera peut-être mieux. Non, je vais mettre ça dans la poche, ça ira très bien. Oui, si ça tombe pas, je casse pas le matériel. Voilà. Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue à la Fondation de l'Ermitage. Je me réjouis de vous voir si nombreux ce soir pour écouter Caroline Guignard qui va nous emmener sur les traces de Lyotard dans une conférence donc, qui s'inscrit en marge de l'exposition Pastel du XVIe au XXIe siècle, une exposition qui raconte la grande aventure du pastel à travers les siècles, à travers plus de 150 œuvres aussi, 150 œuvres provenant toutes de collections suisses, collections publiques ou collections privées. Au XVIIIe siècle, la Suisse joue un rôle important sur la carte du pastel, dans l'histoire du pastel, et pour 2 raisons essentiellement. Tout d'abord parce que les meilleurs bâtons de pastel sont fabriqués à Lausanne par un homme qui s'appelle Bernard-Augustin Stoupan, un nom qui ne dit plus grand-chose à grand monde aujourd'hui, et un homme qui n'est plus connu que par quelques traces d'archives, mais qui, à l'époque, était célèbre, extrêmement célèbre, auprès des amateurs et des artistes pratiquant le pastel, jusqu'en Allemagne, jusqu'en Angleterre, pour la très haute qualité, justement, de ces craies colorées qu'il exportait alors dans toute l'Europe. Et puis, au XVIIIe siècle encore, l'une des autres raisons qui font que la Suisse est importante dans l'histoire du pastel, c'est que précisément un des bons clients de Stoupan, c'est le Genevois, Jean-Étienne Lyotard, qui est l'un des plus grands pastellistes de son temps, l'un des plus grands pastellistes de tous les temps du reste, dont nous avons la chance de pouvoir présenter cette œuvre dans notre exposition. Le plus riche fonds de pastels de Lyotard se trouve conservé au Musée d'art et d'histoire de Genève et nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Caroline Guignard, qui est assistante conservatrice au cabinet d'art graphique des Musées d'art et d'histoire de Genève, spécialiste de Lyotard et qui vient nous parler de cet artiste infiniment fascinant et original. Caroline Guignard est spécialiste des œuvres sur papier, dessin, pastel bien sûr, mais aussi estampes. Elle a fait ses études à l'Université de Lausanne, où elle a obtenu son master en 2000.
après avoir effectué différents mandats auprès d'institutions culturelles genevoises telles que le Fonds cantonal d'art contemporain ou la Bibliothèque de Genève, elle entre en 2004 au Musée d'art et d'histoire de Genève, où elle travaille en effet au cabinet des dessins, qui va peu après changer de nom et devenir le cabinet d'art graphique. Ce lieu très prestigieux réunit un fonds extrêmement riche, 25 000 dessins, 400 albums et carnets d'artistes, 240 pastels, dont une centaine de lyotards, et 350 000 estampes et multiples, donc vraiment un fonds d'une intensité et d'une richesse exceptionnelle. Caroline a assuré dans ce contexte différents commissariats, je n'en citerai que quelques-uns. En 2008-2009, l'exposition Peintres et voyageurs russes du XIXe siècle, une exposition présentée à Genève et à la Chaux-de-Fonds. En 2011, il y a eu Ferdinand Hodler, œuvre sur papier, présentée au cabinet des arts graphiques du Musée d'art et d'histoire. En 2012, Enchantement du paysage au temps de Jean-Jacques Rousseau, exposition qui a eu lieu au Musée Rath. En 2015-2016, Vision céleste, Vision funeste, Apocalypse et Vision biblique de Dürer à Redon, exposition basée aussi sur les fonds du cabinet d'art graphique. Et plus récemment, Martin Diesler des Coups au cœur, exposition qui a eu lieu en 2017. Caroline Guignard est également l'auteur de très nombreux articles parus dans différents catalogues et revues scientifiques qui portent sur un éventail vraiment large de thèmes et d'artistes, où les noms de Vallotton et de Hodler reviennent assez fréquemment, deux artistes sur lesquels elle a aussi, en plus de Lyotard, beaucoup travaillé. Le cabinet d'art graphique de Genève conserve, je l'ai dit, un fonds très important de pastels, et notamment de Lyotard, et c'est pourquoi, il y a un peu plus d'un an, alors que nous étions en train de construire ce projet, je suis allée trouver nos collègues à Genève, Christian Rumelin, qui nous fait l'amitié d'être ici ce soir, conservateur au cabinet d'art graphique, et Caroline Guignard, pour leur raconter justement ce projet que nous étions en train de monter, et pour voir avec eux si on pouvait envisager le prêt de l'un ou l'autre des chefs-d'œuvre de leur fonds pour notre exposition. Et je voudrais vraiment souligner la grande générosité et le grand engagement de nos collègues qui auraient très bien pu se réfugier derrière la fragilité intrinsèque des pastels pour me dire tout simplement non, on ne les prête jamais, voilà. Et il se serait évité un long travail interne de réflexion, d'examen des œuvres, mais ça n'a pas été le cas, au contraire. J'ai été vraiment très très gentiment et très vraiment solidairement accueillie, et l'envie de soutenir ce projet un peu fou était là, ce qui fait que grâce à eux, la fabuleuse collection de pastels de Genève est représentée à Lausanne par 3 merveilleuses œuvres. Il y a d'abord un Lyotard, que nous allons évidemment voir sur l'écran, la nature morte au jeu de l'auto, un autoportrait de Maurice Quentin de la Tour, l'autoportrait à l'œil de bœuf, exceptionnel aussi, et enfin la côte rocheuse au bord de mer de Vuillard, qui est au sous-sol du musée, qui est également une composition formidable. Elles figurent du reste toutes les 3 parmi celles que les visiteurs préfèrent. Donc je voudrais vraiment remercier Christian et Caroline infiniment de leur générosité. Et en plus, Caroline a écrit un bel essai sur Lyotard dans le catalogue qui accompagne l'exposition. Et je lui suis vraiment reconnaissante, en plus de tout cela, d'avoir bien voulu faire le voyage jusqu'à nous pour nous parler de ce personnage, encore une fois, incroyable, cet aventurier, Lyotard. Caroline, sans plus tarder, je te donne la parole. Grand merci Sylvie pour cette... Je rougis de cette introduction extrêmement généreuse. Et je tiens à mon tour à remercier la Fondation de l'Ermitage et Sylvie Wurman pour leur confiance et pour leur accueil. Il est vrai qu'il était important pour nous que la collection du Musée d'art et d'histoire de Genève, qui est effectivement une collection de pastels importante en termes de nombre, mais aussi en termes de qualité, eh bien, puisse être présente malgré ces contraintes de fragilité. Il est vrai que le fait d'organiser une exposition de pastels est une gageure, et je pense qu'il était nécessaire qu'à 60 km de distance, nous puissions quand même réaliser ce magnifique accrochage, et je crois qu'il a beaucoup de succès, et j'en suis vraiment très heureuse parce que ce sont des expositions dont on rêve tous mais qu'on ne fait pas, et je salue vraiment le courage et la ténacité, l'engagement de l'équipe pour réaliser
cette exposition qui a dû avoir qui a dû demander énormément de travail et d'habileté. Alors, je suis ravie d'être là pour vous présenter effectivement l'une des figures majeures des collections d'art du Musée d'art et d'histoire, hein, aux côtés peut-être de Hodler et de Töpfer. Il fait figure un petit peu de gloire locale genevoise, ce Jean-Étienne Lyotard. C'est vrai que c'est un artiste qui est maintenant reconnu aux côtés des plus grands, alors qu'il n'était pas forcément destiné à cela au départ. Le titre de cette communication, cet étonnant Lyotard, est emprunté aux entretiens sur les musées de Dresde de Jean Cocteau et Louis Aragon, publiés en 1957. En effet, les deux poètes dissertent sur les œuvres du musée de Dresde qui, en 1955, ont été restituées par l'URSS à Dresde, des collections qui avaient été emportés au moment de la libération de la ville et qui donc sont rendus en 1955, et ils dissertent donc sur ces musées de Dresde. Et c'est en voyant cet autoportrait de Lyotard qu'il parle de cet étonnant Lyotard, de sa barbe, de cette physionomie tout à fait hors du commun. Il est vrai que son parcours est hors du commun. Alors, Lyotard naît à Genève en 1702, il y décède en 1789, mais il va mener une longue carrière, une carrière qui va durer à peu près 55 années, mais sur ces 55 années, il en passe à peu près 40 sur les routes et dans les cours européennes. Alors, à l'heure actuelle, on connaît de lui à peu près 520, 530 pièces, mais on sait également qu'une grande partie de son art a été perdue. Évidemment, les œuvres sur papier, a fortiori le pastel, ont parfois une durée de vie un peu moins longue que la peinture. Le catalogue raisonné, qui est vraiment l'ouvrage de référence que nous utilisons tous aujourd'hui, édité en 2008 par René Loche et Marcel Recklisberger, donc, compte 526 numéros. À Genève, donc, le musée conserve 37 pastels, 4 huiles, et à peu près 33 dessins, plus des gravures autographes et quelques miniatures, donc néanmoins une collection riche, la plus grande collection connue au regard des œuvres connues aujourd'hui. Alors Lyotard, si vous n'avez pas encore eu le plaisir de découvrir les œuvres prêtées dans l'exposition, les 7 œuvres de l'exposition, vous le connaissez forcément, ou quasi forcément, par son pastel le plus connu, La Belle Chocolatière, qui est sans doute l'un des pastels les plus célèbres au monde. En tout cas, il est le plus célèbre de Lyotard. Ce pastel qui a été réalisé à Vienne et qui sera acheté pour la cour du roi de Pologne. Cette chocolatière qui a donné lieu, qui est donc l'emblème de la Gemäldegalerie de Dresde, mais qui a aussi été répété sur un nombre extrêmement important d'objets dérivés, de copies, etc. Je vous ai épargné le merchandising le plus kitsch, notamment des serviettes de table et autres qu'elle a ornées. Mais au-delà de la plaisanterie, ce pastel, donc La Belle Chocolatière, Rosalba Carriera, la très très grande pastelliste dont on a la chance de pouvoir observer 2 œuvres dans l'exposition, elle-même semble avoir dit qu'il était le plus beau qu'elle n'ait jamais vu, notamment en raison de la technique de Lyotard. Alors comment Lyotard en est-il arrivé à être ce pastelliste extrêmement célèbre dans l'Europe du XVIIIe siècle? Donc il naît à Genève, il a un frère jumeau, Jean-Michel, qui deviendra graveur. Ils sont les 14e enfants de leurs parents. C'est une famille de commerçants, des drapiers, une famille originaire de Montélimar, donc de huguenots évidemment réfugiés à Genève. Les 2 frères jumeaux étaient destinés au commerce, mais ils montrent un talent artistique. Et vous voyez ici donc de la main d'un Jean-Étienne Lyotard encore jeune, avant 1720, donc il devait avoir entre 15 et 18 ans, eh bien, ce portrait, encore un peu maladroit certes, de son frère Jean-Michel, qui donc s'illustrera par son travail de graveur, mais aussi par certains dessins dans la veine de ceux de son frère,
d'une manière quand même un petit peu mineure. Lyotard est placé chez un miniaturiste local, Daniel Gardel. Il faut dire qu'au début du XVIIIe siècle, ce qui va devenir les cantons suisses, aucun ne possède évidemment d'école d'art. Et à Genève, dessins, ici vous en avez un exemplaire, il y en a beaucoup au musée du Louvre notamment, de sujets turcs, mais des sujets quotidiens, des personnages dans des intérieurs, non pas des grandes réceptions ou des événements exceptionnels, vraiment une vie quotidienne. Et il va décliner ces sujets, notamment sous forme de pastel. Ici, vous avez donc cette même figure, mais isolée, une figure qui finalement est un peu rigide. Dans le catalogue raisonné, les auteurs le qualifient un peu de mannequin. Il est vrai que le visage n'est pas du tout caractérisé, il ne s'agit pas là d'un portrait ou d'une figure particulière d'une personne, il s'agit vraiment de montrer ce costume, cette magnificence, mais d'une manière très objective et finalement quelque peu documentaire. Cette manière de présenter l'Orient va avoir tellement de succès que Lyotard va donc faire plusieurs versions, mais il va aussi être amené à graver ces sujets. Et évidemment, le fait de les graver est une garantie de les diffuser, de les faire connaître et par conséquent de faire connaître son auteur. Donc, la gravure viendra un petit peu plus tard, lorsqu'il sera à Vienne, mais lorsqu'il quitte Constantinople en 1742, il emporte dans ses bagages ses dessins turcs et on le verra, il les réutilisera à de nombreuses reprises par la suite. Lorsqu'il quitte Constantinople, Lyotard se rend à Vienne. Il s'arrête d'abord à la cour de Jassy, la cour de Moldavie, et il y portraiture la cour, mais surtout il y adopte deux éléments qui vont faire sa réputation également. C'est une toque moldave, donc une toque fourrée, et il commence à se laisser pousser la barbe à la mode moldave. Il arrive ensuite à Vienne, et c'est donc tout auréolé de sa nouvelle apparence qu'il se présente à la cour. J'avance juste un peu et je reviendrai en arrière. C'est ainsi qu'il se présente. Donc, il a adopté la toque, la barbe, il porte, et cela depuis Constantinople, un vêtement qu'il appellera d'abord grec, mais qu'il appellera ensuite turc. Il porte donc des cafetans, des ceintures, des bijoux, surtout des ceintures à boucles très apparentes, qu'il a donc ramené de Constantinople. Cette barbe, alors qu'évidemment la mode n'est absolument pas à la barbe pour les hommes dans les cours européennes à l'époque, et ce bonnet fourré. Et grâce à cela, eh bien, il va se faire remarquer, notamment, bien sûr, à la cour de Vienne, et il sera présenté à l'impératrice. Et il semble que très rapidement après son arrivée, il est reçu par le couple impérial, et très rapidement, on lui confie des portraits. Ici, bien sûr, l'impératrice, des portraits qu'il va décliner en plusieurs versions. Ici, vous avez une version très simple, où finalement la qualité du modèle n'est pas indiquée par des attributs tels qu'une couronne ou des insignes. Marie-Thérèse est vraiment représentée dans une robe certes somptueuse, mais sans aucun attribut de sa fonction. Il va le décliner dans des versions un peu plus connotées. Ici, on voit évidemment une tiare et puis ce bijou luxueux. On a d'autres versions où là les insignes sont beaucoup plus visibles. Et ça c'est très intéressant parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'il noue des relations assez étroites avec cette souveraine qui est alors en pleine guerre de succession avec notamment la France, avec l'Espagne, qui a de la peine à faire reconnaître sa légitimité alors même qu'elle lui est garantie. Et donc, cette femme qui est très volontaire, qui est décrite comme quelqu'un de pragmatique et de très combatif, donne une image d'elle qui est très loin des portraits d'apparat, ces portraits d'apparat sur lesquels on trouve tous les attributs de la royauté, ces choses un peu figées. Elle donne finalement une image d'elle-même, elle diffuse une image d'elle-même qui est
une image d'elle-même pour elle-même, si l'on veut, n'est-ce pas, qui est débarrassée du décorum, mais qui fait vraiment, qui porte l'attention sur le modèle, sur sa physionomie. En plus, il est reconnu que les pastels de Lyotard étaient très ressemblants, et il faut bien le dire, on trouve assez peu de flatterie dans ce portrait. Marie-Thérèse d'Autriche était une belle femme, mais il ne l'enjolive pas, il la représente telle qu'elle est. Et certainement, cette honnêteté, cette absence d'affaîtrie devait correspondre à l'esprit de cette souveraine. Et donc, ils vont nouer des très bonnes relations qu'ils vont garder tout au long de leur vie. Marie-Thérèse d'Autriche deviendra d'ailleurs la marraine d'une des filles de Lyotard, pour dire quand même que leur relation était assez proche. Je vous montrais tout à l'heure ce portrait, parce que par cette ouverture, finalement, par cette entrée à la cour d'Autriche, Lyotard se fait connaître, il reçoit beaucoup de commandes, et là, il gagne vraiment notoriété. Sa carrière, là, véritablement est lancée. Il intrigue, bien sûr, et c'est à l'occasion, donc lorsqu'il est à Vienne, qu'il reçoit une commande extrêmement importante, qui est une commande de cet autoportrait qui lui est commandé par le grand-duc de Toscane pour la galerie des portraits, donc la galerie des offices. Cette galerie de portraits qui avait été créée au siècle précédent par le cardinal Léopold de Médicis, cette galerie à Florence qui est donc ouverte au public et qui regroupe les autoportraits et les portraits des plus grands artistes de l'art, les plus grands artistes de l'histoire de l'art. Et donc Lyotard, qui arrive, qui se présente comme peintre turc, est mandaté pour réaliser son autoportrait qui va venir s'ajouter à cette galerie. Donc c'est une reconnaissance et un signe de prestige tout à fait significatif. Et vous remarquerez que Lyotard, non seulement profite de cette manière et de cette occasion de se faire connaître et d'ajouter son nom à une ligne extrêmement prestigieuse, eh bien, il profite de se présenter avec toutes ces attributs excentriques qu'il a choisi d'adopter en Orient, mais il inscrit également en très grandes lettres J.E. Lyotard, donc Jean-Étienne Lyotard, Genève, surnommé peintre turc, peint par lui-même à Vienne, 1744. Donc il y a là une véritable affirmation de son identité de peintre turc, et cette image est sans doute la meilleure publicité qu'il a pu faire pour sa propre œuvre et pour sa propre légende. Bien sûr, ce portrait n'est pas sans rappeler un autre portrait que j'ai mis ici en petit. Donc Lyotard n'est pas le seul à adopter le costume, disons, oriental à cette époque. Je vous parlais tout à l'heure de ce goût pour l'Orient, pour les turqueries. Bien sûr, quand on voit cet autoportrait de Lyotard, on pense toujours à celui que qu'Alan Ramsay va réaliser pour Rousseau, ce Rousseau en costume arménien, costume dont on a des témoignages qu'il le portait même lorsqu'il était en Suisse, donc à la toque et au caftan. Bien sûr, l'Orient, cette manière de se présenter est aussi une manière d'affirmer son altérité. On est à la fois un autre, on est proche, mais il y a une part de mystère et de regard distancié sur le monde qui nous entoure, qui est en tout cas affirmé par Rousseau, mais l'un et l'autre, grâce à cette mise, ont quand même une volonté de se distinguer des autres modèles de leur temps. Lyotard, donc, en 1745, quitte Vienne, et il profite de suivre la cour de Vienne, à laquelle il a toujours bien sûr ses entrées. Il profite de suivre la cour de Vienne à Francfort, où l'empereur va être sacré. Et ce déplacement dans une des grandes occasions qui réunit bien sûr tout ce que l'Europe compte de plus noble, eh bien cette occasion est évidemment pour Lyotard une occasion de trouver une nouvelle clientèle. Et si j'ai
choisi de vous montrer ce portrait, c'est parce qu'il rencontre donc à Francfort la princesse Caroline Louise de Hesse-Darmstadt, et il va donc être invité à la cour de Darmstadt par cette jeune princesse qui est artiste elle-même, qui est une grande collectionneuse, une grande amatrice d'art, et elle fait partie des très très rares élèves que Lyotard a eus, parce que Lyotard n'a pas fait école, on lui connaît 7 élèves pendant 6 semaines au tournant de l'année 1745-46. On sait qu'elle va étudier pendant 6 semaines aux côtés de Lyotard, et on le sait parce que les archives du Grand-Duché conserve les notes, si on veut, les notes de cours de la princesse, où elle inscrit une sorte de marche à suivre pour la création d'un portrait au pastel, une marche à suivre que lui aurait dicté Lyotard, la manière de poser les couleurs, de tracer telle ou telle partie du corps, etc. Et j'ai également choisi de vous la montrer parce que grâce à ces archives, eh bien, on connaît un échantillonnage des couleurs de Stoupan, donc ce fameux pastellier, fournisseur de pastels lausannois, parce qu'il semble que Lyotard lui avait recommandé à son élève les produits de ce marchand lausannois, et donc dans ses archives on a un petit échantillon des couleurs créées par Stoupan, et je vous invite à lire le très bon article du catalogue de Madame Curat, qui figure dans le catalogue de l'exposition, parce que c'est vraiment une figure étonnante et l'un des artisans les plus reconnus de son époque. Après cela, eh bien, évidemment, Lyotard, c'est un petit passage dans sa carrière. Hein. Je vous épargne les multiples pérégrinations. J'ai choisi quelques étapes importantes parce qu'il faut dire qu'entre 2 cours, il s'arrête à Lyon, il retourne à Genève, il voyage beaucoup. Malgré tout, un des grands moments de sa carrière, c'est évidemment cette période de 48 à 52 à Paris. Paris, pour un artiste francophone, pour un artiste genevois, c'est évidemment l'endroit où être. D'ailleurs, en Europe, c'est Paris la capitale des arts, c'est l'Académie royale de peinture et de sculpture, la consécration. Et Lyotard y retourne après son apprentissage malheureux chez Massé. Il est introduit à la cour par le comte Maurice de Saxe, dont il fait ici le portrait, et là aussi un des rares portraits avec, ici au pastel par contre, avec un arrière-plan de paysage, ici donc une bataille, et ce très très beau portrait, c'est d'ailleurs son seul portrait de militaire en fonction connu dans sa carrière. Il est introduit à la cour par le maréchal de Saxe, et il va portraiturer l'ensemble des membres de la famille royale, à l'exception de la reine. Donc cette fois-ci, il a ses entrées dans les meilleurs milieux. Il reprend la production de ces sujets turcs qui ont connu autant de succès, et notamment ce pastel extrêmement célèbre dont il va produire au moins 4 versions autographes plus des gravures. Ici, une autre version plus tardive où il donne les traits de cette jeune femme pensive qui a été parfois identifiée comme étant une Anglaise, mais par une gravure, mais dont la physionomie va être modifiée, mais ici le modèle n'est pas identifié. Ça, c'est la petite version qui se trouve à Genève. Et ici, vous avez une plus grande version qui se trouve à Amsterdam, au Rijksmuseum, qui est la 2e plus grande collection, parce qu'elle vient de la succession en fait de la famille de Lyotard. Et ça, c'est intéressant parce que cette version, qui est beaucoup plus grande, va être créée à Genève après que Lyotard se sera marié, et il donne à son modèle les traits de sa jeune épouse. Donc il reprend cette composition et il
il la caractérise en lui donnant les traits de son épouse, et il semble que cette œuvre est restée très chère à la famille parce qu'elle résumait à la fois un amour familial, mais aussi cette extraordinaire période orientale et cet amour de l'Orient, ainsi que la virtuosité de l'artiste. Donc, Lyotard se fait connaître à Paris par cela. Malheureusement, il connaît de grandes résistances de la part de ses confrères. En effet, là, on est quand même là dans les années 1750. Les grands pastellistes français que sont Maurice Quentin de la Tour et puis dans une moindre mesure Perronneau sont très actifs. Et il ne voit pas du tout d'un bon œil l'arrivée de ce Lyotard qui cherche par tous les moyens à obtenir des commandes de leurs propres commanditaires. On est vraiment là dans la grande période du portrait au pastel. Et les artistes en place, et notamment la Tour, vont s'opposer à l'entrée de Lyotard à l'Académie. Il ne sera pas reçu à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Il semble qu'il y ait vraiment eu un lobbyisme contre lui. On le trouvait beaucoup trop excentrique, on trouvait que ses portraits manquaient de brillance. Et donc, Lyotard arrive à se faire admettre à l'Académie de Saint-Luc. L'Académie de Saint-Luc, c'est donc... c'est un peu l'ancêtre de l'Académie royale peinture et de sculpture, si l'on veut. C'est une académie qui provient finalement des corporations, des confréries des peintres et sculpteurs médiévaux, qui poursuit donc son existence. Et c'est Eustache Le Sueur, si je ne me trompe pas, qui va en faire une académie. Malgré tout, l'Académie de Saint-Luc gardera, même si elle va former des artistes fort importants, elle va garder cette... lorsque l'Académie royale de peinture et de sculpture va être fondée par Lebrun en 1648, l'Académie de Saint-Luc va garder cette connotation artisanale, quelque peu artisanale en comparaison avec l'Académie royale qui, elle, est véritablement l'Académie des beaux-arts. Donc une sorte d'académie qui va produire des très bons artistes, mais qui restera toujours, si on veut, un cran en dessous dans la reconnaissance par rapport à l'Académie royale de peinture et sculpture. Lyotard arrive quand même à s'y faire accepter et il va y exposer pendant 3 années de suite. Et notamment, en 1751, il y expose plus de 30 œuvres, et notamment les portraits de la famille royale. Donc il a quand même à Paris une véritable vitrine et il peut jouir de la reconnaissance publique, non seulement de ses pairs, mais aussi de ses clients potentiels. En 1752, il fait peut-être son plus grand coup publicitaire, si l'on veut. Il expose à l'Académie de Saint-Luc cet autoportrait dit « À la longue barbe ». Et là, on est vraiment dans une œuvre qui est l'œuvre d'un artiste à l'apogée de son talent, vraiment dans ses plus grandes années. Il propose une effigie de très grand format, c'est une œuvre qui est vraiment à la limite de ce que les papiers pouvaient permettre à l'époque. Donc c'est vraiment une œuvre, oui, assez magistrale. Il se présente dans une composition qui est finalement assez conventionnelle. L'artiste au travail, c'est un lieu commun de la représentation de l'artiste depuis la Renaissance. Néanmoins, il adapte cette composition en mettant l'accent sur ce qui le distingue. Alors, on le voit ici avec à la main son porte-crayon, donc c'est ce petit instrument qui lui permet donc de coincer, si l'on veut, le pastel. On voit ici 2 craies. Devant son chevalet, où à l'évidence il dessinait au pastel, donc il se montre vraiment comme pastelliste. L'accent et la lumière arrivent bien sûr sur la main, donc sur le métier de l'artiste, mais l'attention est bien sûr totalement accaparée par cette majestueuse barbe qui trône au centre de la composition, qui est traitée avec un soin absolument effarant. Et là, on voit véritablement la formation de miniaturiste de Lyotard. Et il joue sur ce contraste très fort entre le rouge du cafetan
et les bleus de la doublure en satin et de la robe qu'il porte dessous. Là, peut-être on ne le voit pas très bien, mais il a cette ceinture à double boucle qui est bien sûr une ceinture orientale, turque. Il a ici cette jambe dont on pense que c'est une jambe nue, donc c'est quand même aussi une manière un petit peu triviale de se représenter. Il ne porte pas de bas. Et il semble interrompu dans son travail par le visiteur venu dans son atelier. Je vous montre ici un détail. Lyotard, tout au long de sa carrière, insiste sur le soin à apporter au traitement du pastel, c'est-à-dire qu'il prône un art du fini, de la touche fondue, de l'absence de visibilité de la touche ou du trait. C'est un des leitmotifs de toute sa carrière, et d'ailleurs, si vous le voyez, j'ai choisi cette approche chronologique aussi parce que ça permet de voir l'évolution du style. Et dans le cas de Lyotard, finalement, c'est plutôt l'absence d'évolution ou une évolution très ténue qui est visible. En effet, dès le début de sa carrière, il prône cette perfection dans les fondus de la matière et dans le rendu des différentes parties de la physionomie du modèle. Et vous pouvez voir, alors j'espère que vous pouvez voir ici le soin apporté à la transparence et à la brillance de l'œil, dont on a presque l'impression qu'il est humide. Bon, ici c'est vrai que la matière a un petit peu vieilli, donc on voit un peu plus le blanc ici sur le nez, mais bien sûr c'est ce traitement de la barbe dont on peut compter quasiment chaque poil et cette peau tout à fait réaliste finalement qui rend ce pastel extraordinaire. Mais curieusement, chez Lyotard, parce que souvent il est un peu paradoxal, c'est quand même une personnalité un peu étrange, eh bien, très curieusement, on a ce traitement absolument stupéfiant de minutie dans les parties qui relèvent du visage et de la main, mais par ailleurs, certaines parties sont traitées de manière beaucoup plus sommaire, comme ici. Donc ça, c'est la main que vous voyez ici dans l'ombre. Et au fond, c'est très étrange parce qu'il n'applique pas du tout le fini qu'il avait appliqué dans le visage à cette main qui paraît simplement ébauchée. Et c'est quand même assez caractéristique aussi de son art, c'est cette attention finalement à l'essentiel, c'est-à-dire à la physionomie du modèle, à son visage, à sa vérité, mais à une attention beaucoup moins affichée pour tout ce qui est périphérique. Et au fond, ici, il démontre vraiment cette concentration sur ce qui est important et laisse dans l'ombre, véritablement, ce qui est un peu périphérique. Alors, comme je vous le disais, les artistes de son temps avaient beaucoup de réticence par rapport à son art, qu'ils trouvaient trivial. Et ici, vous avez sans doute, avec la Belle Chocolatière, le deuxième pastel le plus célèbre du XVIIIe siècle, ce chef-d'œuvre absolu qu'est la Marquise de Pompadour par Maurice Quentin de la Tour. On est à peu près dans les mêmes années, donc 1752. C'est à ce moment que Maurice Quentin de la Tour réalise ce portrait qui va lui prendre beaucoup de temps pour la favorite de Louis XV. Et cette favorite avait apparemment, mais nous ne les connaissons pas, on les connaît seulement par des mentions dans des lettres, avait mandaté Lyotard. Et Lyotard, elle lui aurait dit, et c'est ça qui est la citation que vous trouvez ici, « Votre barbe fait tout votre mérite », parce que la favorite était certainement habituée à un style beaucoup plus brillant, séduisant et enlevé que celui de Lyotard, et semble vraiment n'avoir pas du tout apprécié ni la personnalité ni l'art du Genevois. Elle appréciait évidemment Maurice Quentin de la Tour. Maurice Quentin de la Tour, le prince des pastellistes, certainement le plus grand pastelliste du XVIIIe, qui se distingue. Alors ici, j'ai choisi de vous mettre deux autoportraits. Ici, donc, à l'œil de bœuf, que vous pouvez voir dans l'exposition. Ce portrait iconique qui attire l'œil, évidemment, de manière instantanée. Et puis ici, cet autoportrait au jabot de dentelle qui date de 1751 et qui donc fait une sorte de pendant à celui de Lyotard. Ici, Lyotard dans son cafetan avec sa barbe. Latour, lui, porte la perruque, porte un habit et a toujours cette manière de regarder de diriger le regard
de manière un peu moqueuse, un demi-sourire aux lèvres, de manière très, voilà, comme ça, un petit peu à la fois désinvolte et complice, ce que Lyotard ne va pas faire du tout. On a presque l'impression qu'il est surpris, il entrouvre la bouche. On a quand même une manière de se présenter qui est beaucoup plus flatteuse chez Latour, qui a l'air d'en savoir plus que tout le monde. Ceci dit, Maurice Quentin de Latour, c'est aussi une personnalité extrêmement forte et extrêmement particulière de l'histoire du pastel. Il semble qu'il était extrêmement ambitieux, qu'il était imbu de lui-même, colérique, qu'il était vraiment extrêmement particulier. Et je vous dis cela parce qu'on a vu l'autoportrait de Lyotard qui le montre au fait de son excentricité, mais Maurice Quentin de Latour, quand il réalise ce portrait, alors il pourrait s'inscrire dans une tradition qui est la tradition de l'autoportrait en Démocrite. C'est une hypothèse qui a été quand même un petit peu réfutée. Donc, cette tradition qu'on retrouve pas mal chez les Hollandais du siècle d'or, mais aussi également chez Coypel, cette manière de se présenter donc, sous les traits du philosophe antique Démocrite, qui est toujours opposé donc, à Héraclite. Démocrite qui pose un regard toujours amusé sur les travers du monde, et Héraclite qui, lui, est accablé par les travers du monde et les travers de l'humanité. Et donc cette manière de prendre les choses avec légèreté, si on veut, le rire de Démocrite s'oppose aux pleurs d'Héraclite. C'est donc une image traditionnelle de ces portraits souriants, un petit peu comme ça, plus désinvolte, avec quand même son chapeau un peu de travers. Il semblerait que le sujet ne soit pas tiré vraiment de cette tradition, mais on pense plutôt qu'il aurait voulu se moquer il aurait voulu relater un épisode de sa carrière. Il aurait reçu dans son atelier son ami l'abbé Hubert, dont il a fait plusieurs portraits, et il lui aurait fermé la porte. Ils avaient rendez-vous, il lui aurait fermé la porte, et au fond, il l'aurait regardé s'énerver sur la porte depuis son œil de bœuf, et ce serait cette farce qu'il désignerait dans ce portrait. Quoi qu'il en soit, ce portrait va assurer bien sûr un très grand succès à Maurice Quentin de Latour, et on sait aussi qu'il l'a fait vers 1737 et il le présente lorsqu'il est admis à l'Académie. Donc je trouve qu'il y a un parallèle intéressant à faire entre l'autoportrait à la longue barbe de Lyotard, qui se présente à l'Académie de Saint-Luc vraiment devant le parterre parisien dans son excentricité de peintre turc, mais avant lui, cet autre excentrique qu'est Latour, lorsqu'il est admis, donc c'est la première étape de l'admission à l'Académie, eh bien lui, il va se présenter sous ces traits-là et non pas comme un artiste au travail, dans un portrait qui mettrait en valeur son métier, etc. Donc une certaine fantaisie et une certaine manière de faire parler de soi par une image non conventionnelle que l'on trouve aussi chez Latour, même si son style, bien sûr, est beaucoup plus brillant, beaucoup plus séduisant et d'une facture extrêmement différente que celle de Lyotard. Et je l'illustre ici par la mise en regard de deux œuvres. Alors, oui, j'aurais dû vous le dire au départ, évidemment, si rien n'est indiqué, c'est Lyotard, et ici par Latour. Ce sont deux portraits de Louis XV, à peu près contemporains, ici par Lyotard et ici par Latour, et je pense que c'est assez révélateur de la différence de style entre les deux. Le portrait de Louis XV par Latour est tout en brillance, en jeu de matière extrêmement sophistiqué, mais aussi révélateur du statut du modèle. On a ici l'insigne de la toison d'or, cette armure chatoyante, la perruque poudrée, et puis toujours ce regard pénétrant, ce demi-sourire toujours très, très flatteur, mais aussi très, très enjoué qu'il donne à ses modèles, alors que chez Lyotard, dans ce portrait, qui n'est peut-être pas le meilleur portrait de toute sa production, il faut le dire quand même, on voit ici un Louis XV, dont la fonction est à peine suggérée par le ruban, aucun insigne de sa fonction, aucune mise en lumière très vivante, très brillante de sa physionomie, toujours ce clair-obscur, cette lumière
douce et retenue qui modèle la physionomie. On a toujours des clairs-obscurs tout à fait soignés et assez contrastés chez Lyotard. Et donc, cette physionomie qui pourrait être celle d'un bourgeois, finalement, d'un homme même un peu retenu, alors qu'ici, bien sûr, on a un souverain, certes, non pas dans un portrait en pied comme son portrait en costume de sacre, mais quand même dans toute sa fonction. Et là, on voit bien que les contemporains avaient une certaine retenue, ces contemporains artistes en tout cas, avaient une certaine retenue par rapport à cet art assez raide, assez finalement assez simplifié dans la mise en scène, qui était celui de Lyotard, mais qui faisait aussi toute sa spécificité. À noter que donc vraiment Latour détestait Lyotard, et lorsqu'il l'a vu l'autoportrait de la Galerie des Offices, Latour n'a jamais eu son autoportrait à la Galerie des Offices, et il le voit dans les années 50, et il paraît qu'il s'est étranglé de rage en disant qu'il l'appelait le chiant-lit, il appelait Lyotard le chiant-lit, et il disait que ce portrait était d'une platitude absolue, que c'était le pire qu'il ait jamais fait, donc une grande jalousie entre ces deux portraitistes. Le fait que Lyotard n'est pas plus à la Pompadour semble quand même lui avoir fermé des portes, et c'est donc après avoir échoué à entrer à l'Académie, après avoir quand même connu beaucoup de résistance, qu'il s'en va pour Londres. Londres, où bien sûr il a beaucoup de contacts depuis ces années, les années qu'il a passées en compagnie des nobles anglais à Constantinople. Et là, à Londres, il va avoir il est précédé par sa réputation, d'une part, mais il trouve un accueil extrêmement favorable auprès des milieux de la noblesse, notamment de la famille royale, bien sûr. La famille royale lui commande les portraits de toute la famille, et notamment ici la jeune princesse Louisa. Là encore, une manière très spontanée, très naturelle finalement de représenter cet enfant, avec toujours ce clair-obscur très délicat et velouté qui modèle les traits du visage d'une manière très douce et non pas crue et pimpante comme on peut le voir par ailleurs chez Latour. Et il va également pratiquer la miniature de manière assez conséquente lorsqu'il est en Angleterre. Ici, je vous ai mis celle-ci parce que là encore, il réalise un autoportrait. Et la barbe s'est encore allongée depuis la dernière fois, et il commence à porter ce bonnet rouge que l'on va retrouver par la suite, et qui est aussi un peu un de ses signes distinctifs. Donc cette période anglaise est une période extrêmement faste, et la production connue actuelle de Lyotard se trouve en grande partie en Angleterre et est restée souvent dans les familles nobles pour lesquelles elles avaient été faites à l'origine. Donc l'Angleterre est un lieu où Lyotard est très bien représenté. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a quelques années, la Royal Academy, il y a en 2015 je crois, a organisé là aussi une exposition qui était une gageure à organiser, donc qui a organisé une exposition Lyotard donc en 2015, mais il y avait sur le sol britannique beaucoup de matière à présenter Lyotard. Suite à cela, il va aux Pays-Bas, où il a des neveux installés à Delft. Évidemment, il fait partie quand même de toute cette diaspora huguenote. Il a de la famille dans tous les pays un petit peu huguenots. Il se rend donc chez son neveu, et c'est là qu'il fait la connaissance. Donc il travaille, bien sûr, il a des commanditaires, il portraiture sa famille, des bourgeois, des marchands, etc. Mais il fait la rencontre de Marie Lyotard. Ce portrait, vous le retrouvez bien sûr dans l'exposition. Ce magnifique portrait dont la palette de couleurs est d'une réserve absolument extrême. C'est vraiment un camailleux de gris, de blanc, de beige, et relevé ici par cette touche rouge et par le rose des lèvres. Ce type de réduction de la palette, qui est aussi une des caractéristiques de Lyotard, de l'art de Lyotard, il va le pratiquer à plusieurs reprises dans sa carrière, et de mon point de vue, c'est une des extrêmement grande réussite de ses œuvres, d'avoir su, avec fait une économie de moyens, comme il le pratique finalement tout au long de sa carrière, mais cette économie de moyens est aussi la marque de son art.
il épouse donc Marie Falk, qui est beaucoup plus jeune que lui, et le couple rentre à Genève en 1757. Dès ce moment-là, donc Lyotard, à l'époque, en 1757, il a 55 ans, donc c'est quand même un artiste qui est extrêmement célèbre, reconnu, qui est riche également. À ce moment-là, il revient à Genève. Alors bien sûr, il va continuer à voyager, il va encore parcourir l'Europe, mais pour des périodes beaucoup plus courtes. C'est pour ça qu'on estime qu'il s'installe, mais néanmoins, il va continuer à parcourir quand même l'Europe. Ici, un très joli dessin, très délicat de sa femme et de son plus jeune fils. On pense souvent pourquoi son fils, parce qu'il porte une robe, mais il faut dire que quand même jusqu'à l'aube du XXe siècle, on habillait les petits-enfants souvent en robe, donc c'est pas du tout étonnant pour l'époque qu'il ait un costume, et les enfants on ne différenciait pas les sexes des enfants. Donc au niveau des dates, il a été établi qu'il s'agissait de son fils aîné, qui s'appelle également Jean-Étienne, qu'elle aurait sur les genoux. Le couple va avoir 6 enfants, et l'une de ses filles donc sera la filleule de Marie-Thérèse d'Autriche. Lors de ce retour à Genève, Lyotard est sollicité par l'oligarchie en place, mais également par des étrangers de passage. Il est notamment lié avec la famille Tronchin qui va offrir à Genève des personnalités de premier plan, comme le collectionneur François Tronchin. C'était donc un financier collectionneur d'art, et ici on le voit avec son Rembrandt. Qui possédera une collection notamment d'art hollandais et flamand, enfin hollandais plutôt, du siècle d'or extrêmement importante, qui possède un cabinet que tous les étrangers viennent visiter, et qui est également l'hôte de Voltaire dans sa villa des Délices, donc sur la rive droite genevoise. Lyotard va portraiturer toute la famille, et là encore je vous renvoie au catalogue de l'exposition qui contient un essai sur ses rapports avec la famille Tronchin. La famille Tronchin compte un autre représentant très illustre à cette époque, c'est Théodore Tronchin, qui est médecin, qui va notamment faire sa carrière à Paris auprès du duc d'Orléans, mais il pratique également à Genève, et toute l'Europe éclairée, puisqu'on est vraiment en pleine période des Lumières, eh bien, l'Europe éclairée vient à Genève pour se faire soigner par le docteur Tronchin, qui est notamment l'inventeur de la vaccine, donc de l'inoculation de la variole. Et donc il marque un moment très important dans l'histoire de la médecine. Et parmi les personnes qui viennent se faire soigner à Genève, eh bien, vous avez cette Madame de Vermenoux, cette jeune veuve d'un financier huguenot à Paris, dont la famille a des origines à Genève. Et puis ici, Madame Lalive d'Épinay, femme de lettres, d'abord soutien, puis opposante de Rousseau. Ces deux femmes viennent se faire soigner par le docteur Tronchin, et en remerciement pour les soins apportés, vont se faire portraiturer par Lyotard, ce qui est une marque évidemment prestigieuse, c'est un cadeau prestigieux à l'époque, puisqu'elles vont se faire un portrait par Lyotard et puis vont l'offrir au docteur Tronchin. Madame Lalive d'Épinay est la première, et Lyotard réalise ce pastel qui est un des pastels les plus connus de Lyotard, mais qui est aussi un des chefs-d'œuvre des collections du Musée d'art et d'histoire. Je vous invite... je ne sais pas s'il est je ne me rappelle plus s'il est en exposition en ce moment, mais c'est vraiment d'une maîtrise et d'une sophistication absolue dans le traitement des matières, dans le velouté, dans la finesse de la dentelle. C'était vraiment un des chefs-d'œuvre de l'artiste. Et puis cette manière de présenter cette femme qui finalement était une femme d'esprit, hein, mais peut-être pas une femme d'un aspect extrêmement flatteur. Et Lyotard la représente dans la vérité de sa physionomie. Elle est un peu rose, elle n'est pas
elle n'est pas extrêmement charmante, mais il relève l'intelligence du regard et puis bien sûr ce petit geste suspendu de la main au menton, de la main disons aux lèvres, et puis le livre bien sûr qui affirme le statut et finalement l'esprit de cette femme. Madame Lalive d'Épinay offre ce pastel au docteur Tronchin et quelques années plus tard, donc en 1764, Madame de Vermenoux, qui commandera 3 pastels, 3 portraits à Lyotard, c'est un des très rares modèles à avoir demandé plusieurs effigies à Lyotard, eh bien, Madame de Vermenoux semble avoir voulu rivaliser avec Madame Lalive d'Épinay. Ces 2 dames gravitaient dans les milieux éclairés et lettrés parisiens et européens, 2 femmes de lettres, 2 femmes d'esprit. Madame de Vermenoux était plus jeune, elle était apparemment d'une très très grande beauté, elle était d'un très grand esprit, elle était surnommée l'Enchanteresse et elle avait de nombreux amoureux, dont un pasteur genevois malheureux à qui elle offrira apparemment un des portraits par Lyotard, mais c'est une autre histoire. Donc, Madame de Vermenoux commande 3 pastels, 3 portraits à Lyotard, 2 portraits qui sont des portraits plus conventionnels, où elle est représentée comme on le voit dans les autres portraits de Lyotard, c'est-à-dire souvent en buste, de 3/4, donc sans environnement très marqué, mais elle commande également cette étrange composition qui est le seul portrait allégorique réalisé par Lyotard de toute sa carrière, dans cette mise en scène où elle est apparemment dans un costume qui est un costume sans doute théâtral ou vraiment un costume de grande cérémonie, de grande fête. Il faut quand même dire qu'à Genève, et notamment au Délices, on pratiquait beaucoup le théâtre. Donc, dans la maison de Voltaire, il y avait une aile de la maison qui était un théâtre. Donc on ne sait pas très très bien d'où vient cette robe, mais qui est en tout cas une robe tout à fait spectaculaire, avec des bijoux spectaculaires. Et elle se présente rendant hommage à Théodore Tronchin, figuré sous les traits d'Apollon, Apollon qui était le père d'Esculape, dieu de la médecine, et l'allusion à la médecine est évidemment ici sur ce piédestal figuré par le serpent du caducée. Nous en parlions tout à l'heure avec Sylvie Wurman, ce portrait étonnant dont il est quand même susceptible de poser des interrogations sur cette main tendue vers cette forme quelque peu suggestive. Un portrait très étrange, avec des maladresses dans la perspective. Plus on le regarde, plus on le trouve bizarre, et c'est vrai que c'est une exception dans l'œuvre de Lyotard, non seulement par le sujet, par la composition, mais également par le format. Il s'avère effectivement être le plus grand pastel de la carrière de l'artiste, et il reste une exception. Et donc, Madame de Vermenoux l'offre au docteur Tronchin, réitérant, mais en plus grand, le geste qu'avait fait Madame Lalive d'Épinay. Lyotard retourne comme je vous le disais, il continue quand même à voyager. Il est appelé notamment à retourner à Vienne. Et là encore, il va portraiturer à nouveau Marie-Thérèse. Là, on la voit donc bien plus âgée. Cette effigie va également donner lieu à de nombreuses répétitions, de nombreuses versions avec des costumes, à de nombreuses copies également. Et c'est de ce portrait qui est au musée à Genève que Flaubert dira, quand il visitera le musée Rath, qu'elle avait, je paraphrase, qu'elle était rose, et qu'elle avait, attendez, je vais quand même, voilà, le Flaubert qui visite le musée Rath en 1845 voit ce pastel et il dit donc de l'impératrice d'Autriche, femme vers 45 à 48 ans, fraîche, viande un peu molle, rose encore, pendante, œil humide et bon, expression trop complexe pour être décrite, admirable chose comme intensité. Voilà, voilà, fin de la citation, c'était dans ses notes de voyage. Et ce portrait est très étonnant parce que l'impératrice, évidemment, est toujours férue
des portraits de Lyotard, et il est vrai qu'il ne la flatte pas. Elle pourrait être une bonne bourgeoise, un peu plus âgée, avec un peu d'embonpoint, mais néanmoins, elle continue à se faire portraiturer par l'artiste. Et surtout, cette période, ce deuxième séjour à Vienne en 1762, je le mentionne surtout parce que c'est à ce moment que Marie-Thérèse commande à Lyotard des portraits qui sont des portraits intimes. Et c'est là aussi peut-être qu'on peut mesurer un peu la complicité entre les deux, ou disons l'estime. Elle lui commande les portraits de 11 de ses enfants. Elle en aura 16, mais enfin là, il en fera 11. Et ce sont des portraits donc, sur papier, un papier très fin, qui sont d'un format... pas très très grand, mais enfin, j'ai pas les dimensions en tête, mais disons, voilà, un format un peu plus grand qu'A4, disons. Donc, si je vous le signale, c'est parce que on pourrait presque parler de grandes miniatures, parce que comme vous le savez, à l'époque, les miniatures, c'était un peu les photos passeports ou les photos qu'on avait au porte-monnaie. On se faisait faire des miniatures pour garder avec soi les portraits des êtres aimés. Et Marie-Thérèse Lyotard Marie-Thérèse d'Autriche lui commande donc les portraits de ses enfants. Et Lyotard, si je vous parle de miniatures, c'est parce qu'il traite ses portraits sur papier, ses dessins, comme des miniatures. En tout cas, il applique une technique de la miniature à son dessin, c'est-à-dire qu'il va donc ici, bon, vous avez Marie-Antoinette, la Marie-Antoinette dans sa jeunesse, avant qu'elle ne parte à Paris. Il va rehausser sa composition, donc son portrait au verso. Ici, vous avez le verso de la feuille, et vous pouvez constater qu'il va rehausser, notamment par un lavide sanguine ou à l'aquarelle, voire à la craie, les couleurs qui apparaissent au recto, eh bien, il les rehausse au verso. Et il ne s'agit pas là il s'agit d'une pratique qui est courante dans la miniature, et notamment la miniature sur des très fines feuilles de vélin ou voire d'ivoire. C'est-à-dire que par transparence, on fait apparaître des nuances très très subtiles. Et ça se voit, j'espère, un peu mieux sur le portrait de l'archiduc Maximilien. Si vous constatez ici cette zone ombrée, elle est ombrée uniquement au verso, et on devine ici ce halo un peu plus foncé pour faire ressortir la figure. Donc il utilise cet artifice du rehaut au verso pour faire ressortir la figure, et là, il applique finalement un petit peu son travail de miniaturiste à ces portraits des enfants de l'impératrice que nous avons la chance de conserver au Musée d'art et d'histoire à Genève grâce à la Fondation Gottfried Keller, donc c'est un dépôt de la Confédération. En 1763, là, Lyotard revient à Genève. Comme je vous le disais, il s'est portraituré. Je ne vous ai pas mis tous ses autoportraits, mais ici, vous avez également un des plus célèbres, qui est cet autoportrait riant. C'est une huile, et dont le sujet est évidemment aussi surprenant que l'autoportrait à la longue barbe. Bien sûr, on ne peut pas s'empêcher de penser au portrait de la Tour. Cette manière de désigner avec le doigt, de se montrer un sourire aux lèvres. Lyotard n'hésite pas à se montrer édenté, ridé. Il porte toujours le cafetan bleu, et il va toujours le mettre en contraste avec le rouge de son bonnet, qui est ici un petit peu atténué, mais ce contraste rouge et bleu, il va beaucoup l'utiliser dans ses autoportraits. Et étrangement, il se met en scène avec ce rideau dont on ne sait pas sur quoi il ouvre. On dirait qu'il ouvre sur un mur, donc c'est quand même une composition un peu particulière. Nous n'avons pas la clé véritablement du choix de cette composition. On sait simplement que c'est une œuvre qu'il va beaucoup apprécier, qu'il va beaucoup montrer, qu'il ne va pas arriver à vendre, mais qui va l'accompagner finalement tout le reste de sa vie. Vous remarquerez qu'il n'a plus sa barbe. En effet, lorsqu'il épouse Marie Fargue en 1757, eh bien, par amour, il se rase la barbe parce qu'elle n'aimait pas sa barbe. Donc, après s'être marié, il est devenu donc imberbe, mais il se coiffe de ce bonnet. Là également, donc le cafetan et le bonnet qu'on a vu sur la petite miniature réalisée à Londres. Là, Lyotard, bien, il est âgé à cette période, évidemment, plus d'une soixantaine d'années. Les commandes commencent à se raréfier. Il continue
à portraiturer des membres de l'aristocratie genevoise. Vous avez notamment dans l'exposition la très belle paire en pendant du couple Naville, également là dans des coloris extrêmement subtils, ce camailleux de blanc, de beige qui est absolument stupéfiant, mais néanmoins les commandes sont un peu plus rares. On sait qu'il va à Paris dans les années 70 et qu'il y réalise cette nature morte également présente dans l'exposition. C'est la première nature morte que l'on connaît de lui. Il en réalise une autre à cette occasion, l'occasion de ce séjour parisien. Et cette très belle composition, évidemment, évoque immédiatement l'un des natures mortes les plus célèbres de Jean-Siméon Chardin. Jean-Siméon Chardin, donc ce fameux peintre de genre, qui va commencer par la nature morte et qui, vers la fin de sa vie, se tourne vers le pastel pour des raisons de santé, c'est-à-dire que ses yeux atteints notamment par l'usage du blanc de plomb, ne lui permettent plus de pratiquer la peinture. Et Chardin, qui est donc contemporain de Lyotard, se tourne lui vers le pastel à la fin de sa vie. Et les spécialistes donc sont certains ici sont quasiment certains que Lyotard ici évoque bien sûr cette composition de la tabagie de Chardin dans cette nature morte au jeu de l'auto. Après ce séjour parisien, il revient à Genève. Là, il est vraiment âgé et il rédige son traité des principes et des règles de la peinture, pour lequel il va graver 7 estampes. Alors, elles ne sont pas incluses dans le manuscrit, elles sont traitées à part, elles ont d'ailleurs des formats différents. Il grave pour illustrer son traité. Dans ce traité des principes, des règles et principes de la peinture, on parle évidemment de la peinture au pastel. Vous avez certainement lu dans l'exposition que cette manière de désigner cette technique graphique, cette technique de dessin, est à l'époque confondue avec une technique humide, et donc on n'est pas pasteliste finalement, on est peintre en pastel. Et donc lorsqu'il parle ici de la peinture, il parle essentiellement du pastel. Et dans ce traité, eh bien, Lyotard fait l'apologie de la vérité. Pour lui, l'artiste doit s'efforcer de coller au plus près de la vérité. Il y fustige toute la facilité, tous les trucs, toutes les facilités qui peuvent être utilisées par les artistes. Il fustige aussi l'influence de la mode, se référant aux maîtres anciens, notamment aux Titien et à Corrège, et également aux maîtres flamands et hollandais. Il cite notamment le peintre de fleurs Van Huysum. Il faut dire que Lyotard avait une collection de peintures et notamment une collection d'artistes justement hollandais du siècle d'or, collection qu'il a sans doute commencé à Paris, mais qu'il a surtout acquis lors de son passage dans sa famille aux Pays-Bas. Et donc ces œuvres du XVIIe siècle sont une référence pour lui, il y fait souvent allusion dans son traité. Et pour lui, donc, l'imitation de la nature est le maître mot. Il fustige également la visibilité de la touche. Je vous le disais, pour lui, le fait de fondre les couleurs, d'avoir un fini velouté, une touche qui n'est pas apparente, est une chose extrêmement importante. Ici, vous avez cette estampe, cette manière noire, une technique quand même très difficile à maîtriser, que Lyotard d'ailleurs ne maîtrise pas très bien, il faut le dire. Il montre une grande maladresse dans l'utilisation de cette technique comme graveur. Ce n'est pas une très bonne gravure, mais néanmoins, elle reprend cette composition, cette très belle composition d'un pastel qu'il réalise vers 1770, là aussi avec ce bonnet, et qui frappe par sa douceur et par cet air mélancolique, ce mouvement, ce regard un peu introspectif, un peu perdu, et qui est une véritable, qui est une image qui va beaucoup marquer au même titre que celle à la longue barbe. Donc Lyotard est alors de retour à Genève, il pratique beaucoup moins, et il est également un peu
soumis aux aléas de la politique genevoise. Le début des années 1780 est marqué par les premières révolutions, enfin les premiers mouvements de la révolution genevoise. Il y a de l'agitation. Évidemment, Lyotard, lui, fait partie de l'oligarchie finalement. Il fait partie de la bourgeoisie régnante à Genève. Et donc, il se réfugie dans sa maison de campagne, cette maison qu'il possède à Confignon, et il se consacre non plus vraiment au portrait. On connaît quelques portraits de la fin, notamment de sa famille, mais il se consacre désormais à la nature morte. Et mis à part les 2 exemples que nous avons de Paris dans les années 70-71, eh bien, toutes les natures mortes de Lyotard qui sont connues datent de ces années 80. Et d'ailleurs, ici, il indique peint par Jean-Étienne Lyotard, c'était donc un pastel, mais enfin peint au pastel par Jean-Étienne Lyotard, âgé de 80 ans, donc en 1780. C'est donc l'œuvre d'un artiste fort âgé. Si vous allez dans l'exposition et que vous considérez de près sa corbeille de pommes, sa jardinière de pommes, qui est de 1786, eh bien vous verrez que cet artiste octogénaire n'a rien perdu de l'extraordinaire virtuosité qu'il a dans la touche et dans la représentation des matières. Lyotard achève sa vie donc à Genève, entre Genève, Benien chez sa fille et sa maison de Confignon. Il meurt à Genève. Et il ne va pas laisser véritablement de successeur. Il n'a pas de suiveur. Bien sûr, je pense quand même qu'à Genève, il y a une tradition du pastel. On a beaucoup de pastels au XIXe siècle. Bon, c'est un art aussi du XIXe siècle, un art de femme, qui fait que dans les collections sont présents beaucoup de pastels, mais il ne va pas avoir d'élèves ni de suiveurs véritables. Donc lorsqu'il meurt, eh bien, son style inimitable, quelque part, meurt avec lui. Et c'est là qu'on se pose un petit peu la question de la fascination que ces œuvres peuvent... la fascination que ces œuvres peuvent susciter. Alors, je pense que quand même, par rapport à Lyotard, ce qui étonne d'une part, c'est évidemment sa personnalité. C'est un artiste de son temps, c'est un portraitiste itinérant, ce qui n'est pas une chose extrêmement extravagante. Rosalba Carriera ou le Suédois Rösslin sont également des portraitistes itinérants qui vont de cours en cours pour faire leur carrière. Mais Lyotard, d'une part, voyage beaucoup et ne se fixe pas. Il ne va appartenir à aucune académie. Il reste une figure totalement indépendante et individualiste. Il n'a pas vraiment d'élèves. Il donne des conseils plutôt, mais il ne va pas avoir d'atelier d'élèves. Il n'a pas de formation académique, mais il va portraiturer les familles royales des plus grandes cours d'Europe. Il collabore très peu, il n'est donc pas très collégial. On lui connaît quelques collaborations avec des graveurs, notamment à Vienne, pour la diffusion de ces images orientales. Il va graver les visages et Camerata, un graveur, va graver le reste. Mais finalement, il ne travaille pas vraiment en collaboration. Et puis, sa clientèle se trouve aussi bien dans l'aristocratie que dans la bourgeoisie. Mais son style est évidemment aussi ce qui fait sa caractéristique et sa particularité, outre le fait qu'il ait une mise excentrique. On l'a vu, Latour lui aussi est un excentrique dans son genre. Le style de Lyotard est peut-être ce qui est le plus particulier parce que, bien sûr, il pratique le genre du portrait, ce qui est au XVIIIe siècle un genre très en vogue. Ses choix, ni des sujets, ni ses choix de composition, de sujets ne sont pas révolutionnaires. Il est assez conventionnel à ce titre-là. Il représente ses personnages en buste. Il ne crée pas des images extrêmement différentes de ses contemporains par rapport à la composition, mais c'est vraiment dans l'exécution et dans ses choix assez radicaux qu'il diffère. C'est un art sans concession, qui est exempt de la légèreté, de la grâce, de la fantaisie et des
du brio parfois qui caractérise les portraits rococo de ses contemporains. Il n'y a jamais de joliesse ou de fantaisie dans ces portraits. Il refuse les artifices, il refuse les éléments narratifs. Très souvent, on a son modèle en buste, de 3/4, rarement avec une main, sans une expression très marquée, qui laisse finalement, qui concentre l'attention sur la physionomie, qu'il veut la plus juste possible. Donc en plus, il n'y a pas d'embellissement ou de flatterie. Il concentre l'attention sur les visages qu'il traite avec toute la minutie et la perfection que lui ont peut-être conféré sa pratique de miniaturiste. Il a des compositions très sobres qui finalement réduisent ses portraits à l'essentiel. Et c'est sans doute, enfin c'est comme ça que je l'interprète en tout cas, c'est sans doute dans cette absence d'à côté, dans cette absence d'artifice, dans cette concentration sur les physionomies et finalement sur l'essentiel d'une personne, que Lyotard parvient à nous convaincre à l'heure actuelle dans sa modernité, parce que finalement, débarrassé de tout le décorum rococo, eh bien, ces figures traversent le temps et donc acquièrent cette intemporalité qui fait sans doute la modernité de son art. Voilà. Je vous remercie je le laisse à votre appréciation et je vous remercie de votre attention. Pardon. Merci. Attendez, je voulais juste vous dire, en fait, après la mort de sa femme en 1782, il se relaisse pousser la barbe. D'où la barbe dans son dernier autoportrait. Voilà. Merci infiniment, Caroline, pour cette traversée de haut vol, éblouissante, érudite, vivante, formidable vraiment de la vie et de l'œuvre de Jean-Étienne Lyotard, un personnage hors du commun, et tu nous as vraiment restitué à merveille toute la force, toute l'originalité, toute la modernité aussi de l'art de ce pastelliste incomparable. Et vraiment, je crois que c'est aussi une façon pour nous très importante, grâce à toi, de pouvoir mettre en perspective Lyotard au sein du XVIIIe siècle, puisqu'on a la chance d'avoir pour quelques semaines encore à Lausanne un étage où sont rassemblés les plus grands pastellistes de l'époque. Qu'est-ce qui les différencie? Qu'est-ce qui fait de Lyotard son originalité? Grâce à toi, nous l'avons bien compris, et c'était vraiment passionnant de t'entendre. Est-ce qu'il y aurait des questions qui auraient surgi parmi vous? Je me posais juste une petite question. Il y en a une qui a... Oui, j'ai pas vu. Ah, pardon, voilà, madame. Merci déjà de nous avoir pareillement nourris. J'ai trouvé ça vraiment passionnant aussi, de ce regard d'un personnage qui est décalé par rapport à son époque. Et dans ce cadre-là, je voulais demander si ce que vous relevez par rapport à cette côté intemporel de l'individu, si c'est pas justement un premier regard moderne. Enfin, comment ça se situe par rapport à la modernité qui va venir après? Alors effectivement, en fait, il est souvent relevé que cette exigence de vérité, finalement parfois même ce naturalisme qui se dégage des œuvres de Lyotard, cette représentation sans phare et sans convention, parce qu'il évacue en fait les conventions de son temps. Bien, effectivement, là, il est en avance sur son temps de ce point de vue-là, parce que ça, évidemment, là, c'est un peu grossier et un peu raccourci comme manière de le présenter, mais si vous voulez, cette manière de vouloir représenter les personnes telles qu'elles sont, eh bien, ça interviendra quand même bien plus tard. Alors, bien sûr, on l'a déjà dans l'art hollandais et flamand du siècle d'or. On connaît bien ces portraits qui sont parfois un peu flatteurs, mais néanmoins
par rapport à l'art français, par rapport au portrait de son temps, il anticipe presque d'un siècle ce qu'on va pouvoir voir chez les réalistes, ou disons vers la fin du 19e. Bien sûr, comme je le disais, il reste un homme de son temps, malgré tout, par sa carrière, par sa clientèle, même par les sujets qu'il traite, par la technique qu'il emploie aussi, bien sûr. Le pastel, c'est à la mode, il rentre dans une mode, donc il utilise cela. Mais c'est vrai que dans ses choix très, très radicaux de représentation, là, il représente, au regard de l'histoire de l'art, certainement une forme de modernité. D'autres questions? Si ce n'est pas le cas, moi j'en avais une. Est-ce qu'il a toujours pratiqué en même temps, en parallèle, le pastel et la peinture à l'huile? Ou bien est-ce que le pastel prend le dessus? Alors, il pratique beaucoup plus le pastel que la peinture à l'huile, mais on trouve des huiles... quand même, épisodiquement. Oui, il n'y a pas une période à l'huile et une période au pastel. C'est en parallèle. Oui, oui. Mais c'est vrai que dans les œuvres connues, on lui connaît quand même... Là, je reprends les chiffres du catalogue raisonné, mais c'est quand même une très très bonne référence. On lui connaît 28 huiles. Ce qui est fort peu. Hein, ouais. Ce qui est très peu. Et sans doute, n'est-ce pas étonnant si on sait qu'il commence quand même comme miniaturiste. La miniature, bon, il est un très bon émailleur. Là, il a une technique qui est, bon, alors, là pour le coup, éloignée de la peinture, mais dans ses miniatures, dans son dessin, le fait qu'il adopte le pastel, et la majorité de ses œuvres, il y en a plus il y en a presque 300. Le fait qu'il adopte le pastel, non seulement, bon, c'est une technique qui est à la mode, mais c'est aussi une technique qui se rapproche peut-être plus de sa formation qui n'est pas académique, donc il n'a pas passé toutes les étapes des peintres. Et c'est sans doute aussi pour cela, c'est un médium extrêmement difficile à maîtriser, le pastel, mais c'est néanmoins un médium qui permet de dessiner beaucoup plus vite, qui n'a pas de temps de séchage, qui demande, disons, une science qui est différente, qui est plus une science de la composition et de la maîtrise de cette poudre colorée, que de la science de toutes ces couches de peinture. C'est quand même un autre métier. Je pense il maîtrise ses œuvres, sa peinture, bien sûr, mais je pense quand même que il doit quand même y avoir une corrélation avec le fait qu'il n'ait pas eu cette formation comme peintre, mais plutôt dans ces pratiques qui sont toujours considérées comme mineures, de la gravure et de la miniature. Je ne sais pas si ça te semble satisfaisant comme réponse. Sensé, ou comme, c'est vrai que le métier de peintre s'apprend auprès d'un maître, dans une académie, tandis que le métier de pastelliste, à l'époque pas, en effet, c'est un métier d'autodidacte. Hein. Voilà. D'autres questions qui auraient survenu? Et ces autoportraits, à part l'autoportrait, je vous le montrer, parce que ça, c'est vrai que lorsqu'on voit ces portraits-là, et notamment le Pocock, parce que je l'ai vu de plus près que les autres, c'est pour ça que je vous le montre, mais il maîtrisait quand même très très bien sa technique de peintre, il faut le dire. Hein. C'était un bon peintre, mais voilà. Et c'est vrai que les pastellistes avaient cet avantage de pouvoir travailler vite et d'avoir des résultats très très séduisants, très très flatteurs, rapidement. Donc c'était aussi un métier plus lucratif que le métier de portraitiste à l'huile. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions qui surviennent, je voudrais encore te remercier infiniment, Caroline, pour cette extraordinaire présentation que tu nous as offerte ce soir. Vous rappelez qu'il y a encore pour quelques semaines à voir 150 pastels, dont un très bel ensemble de pastels du XVIIIe siècle à la Fondation de l'Ermitage. Si vous ne l'aviez pas encore vu, vous pouvez retrouver Caroline dans le catalogue de l'exposition. Et puis je vous rappelle aussi qu'au Musée d'art et d'histoire de Genève, il y a en permanence un bel ensemble de pastels que l'on peut voir, des œuvres des Lyotard, de Latour, d'autres encore. Donc n'oubliez pas de faire un saut à Genève. Si vous aimez le pastel, vous y trouverez toujours de quoi être nourri. Voilà. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Oui. Merci.